Notre invité pour le débat du jour, un livre et son auteur est l'homme de la communication par excellence qui s'est converti à l'écriture, l'art et le cinéma. Mohamed Laroussi a plusieurs cordes à son arc opérant comme critique d'art et chroniqueur de plusieurs journaux et magazines de la place. Il a à son actif 4 ouvrages et des surprises suivront courant de l'année. Nous aurons à partager avec Laroussi autour de sa dernière production Méditation et Médisance. Ce partage sera prévu le mardi 11 mai à 21h30 heure Maroc. Pour s'inviter nous adresser un mail à debatdujour2020@gmail.com. Donc, les amis, nous accueillons avec plaisir Mohamed Laroussi. Je vais vous lire sa mini-bio, comme il l'a appelé, pour, aussi, pour son aussi riche carrière. Après une longue carrière dans la communication et l'enseignement de la publicité, qui a duré plus de 30 ans, Mohamed Laroussi a décidé un jour de changer de vie et de se consacrer à ses passions de toujours, l'écriture et le cinéma. Depuis, il est écrivain, cinéaste, scénariste, critique de cinéma, chroniqueur dans plusieurs journaux et magazines et sites électroniques de la place. Il a publié à nos jours 5 ouvrages, Satire sur tout ce qui bouge en 2003, Que personne ne rigole en 2004, La fureur de rire 2010, Marx est mort mon amour 2016. Non, c'est le contraire. Hein. Ah, mon amour. Oui, c'est ça, oui. 2010, Marx est mort. Ah, d'accord. Donc, j'ai inversé les dates. Il n'y a pas de souci. OK. Et en La fureur de rire 2016. 2016, très bien. Donc, médiation et médisance en 2020. Méditation. Méditation et médisance en 2021, qui fera l'objet de notre débat d'aujourd'hui. Il est cofondateur Script Lab dédié à l'écriture de commande, la direction d'écriture, le script doctorine et la formation. Il a coécrit le scénario de l'anniversaire, un long métrage pour Latif Lhlou réalisé en 2014. Il collabore avec plusieurs cinéastes pour l'écriture ou en tant que script docteur de leur scénario. Il a été membre à plusieurs reprises de la commission de fonds d'aide au cinéma du CCM et membre de jury de plusieurs festivals nationaux et internationaux. Il a fondé en 2018 avec quelques amis Anou Art, une association pour la promotion de la culture et les arts. Il est le cofondateur en 2019 d'une nouvelle plateforme d'information sur Internet, Analyse avec Z.ma, où il assure entre autres une chronique hebdomadaire qui s'intitule Vendredi, tout est dit. Et les surprises ne tarissent pas chez Laroussi, puisqu'il a écrit une pièce de théâtre en franco-darija, Je t'ai apporté du slow, en cours de production, qui est actuellement en cours de production. Il prépare la sortie très prochaine d'un roman-récit plus ou moins autobiographique qui porte le titre de Dar el-Mouima. Méditation et médisance, qui comprend une compilation de 100 premiers billets publiés sur la plateforme analyse.ma. Je ne l'ai pas lu personnellement, mais j'ai lu ce que la presse a pu écrire sur son contenu. Il est préfacé par l'anthropologue Abd Samad Mouhiddine. C'est une publication dont l'intitulé laisse voir une œuvre rationaliste. Comme le précise l'auteur, cet ouvrage est le premier d'une série de livres qui seront édités par les publications analyse.ma. Certains seront écrits par des auteurs ou des collaborateurs de la plateforme à titre individuel et d'autres seront des ouvrages
collectif sur les grandes thématiques de l'heure. Détaille-t-il. Alors, toujours, je parle de l'auteur. De plus que l'ouvrage reflète l'humour corrosif de la Rossi, qui trouve du plaisir à secouer les cocotiers et à titiller les systèmes. Avec sa plume, dans ses chroniques et ses livres, il a le don d'élaborer des textes où il se donne à cœur joie à des provocations visant les systèmes, mais jamais les personnes. Je vous laisse avec Si Mohamed Laroussi pour nous rapprocher encore plus de son bel ouvrage. À vous la parole, Si Mohamed. D'abord, merci infiniment pour cette invitation qui est vraiment, je suis très honoré, surtout lorsque j'ai découvert, grâce à mon ami Saad Boutaïb la semaine dernière, qui m'a invité à ce débat, j'ai pu découvrir la qualité et du modérateur et la qualité surtout de ses invités. Et vraiment, j'ai dit oui dès que tu m'as invité, j'ai dit oui parce que j'aime bien être en bonne compagnie et surtout parce que je suis quelqu'un qui croit fermement que c'est en étant avec des lumières qu'on arrive à s'éclairer et éclairer sa lanterne. C'est pour ça que j'évite autant que faire se peut d'être avec les contraires des lumières, pour ne pas dire les cancres, et il y en a beaucoup. Donc voilà, je voudrais remercier également donc, toutes les personnes qui sont présentes ce soir. Et je voudrais me permettre de remercier particulièrement un ami qui est là avec nous, Jawad Ben Aissi, qui est un ami de longue date. Et Jawad Ben Aissi est non seulement un ami, mais c'est aussi le cofondateur, on ne peut pas dire le fondateur initial de cette plateforme analyse qui nous réunit ce soir. Parce qu'en fait, c'est lui qui a eu l'idée. Il a réussi à convaincre un certain nombre d'amis IS et amis IES de rejoindre cette plateforme. Et depuis le mois d'avril de 2019, donc nous venons pas de fêter parce que ça s'est passé un petit peu en douce, le deuxième anniversaire de cette plateforme. Et je voudrais le remercier surtout parce que c'est grâce à lui que ce livre a pu voir le jour. Je sais qu'il ne veut pas que je répète ça tout le temps, mais je voudrais, ça fait partie un petit peu de ma culture de reconnaissance. C'est lui qui a insisté très fermement pour que Analyse puisse publier mes chroniques et mes billets. Et comme je le dis d'ailleurs dans le préambule du livre, je lui avais répliqué quand il m'en a parlé. Je lui ai dit, c'est quand même pas normal. Il y a d'éminentes personnalités qui sont avec nous, qui écrivent. Il y a des personnes de plusieurs rayons, des experts, des analystes, des hommes politiques, des ministres actuels, des ex-ministres, etc. Pourquoi moi? Et sa réponse était imparable. Toi, parce que tu es celui qui est le plus assidu, parce qu'effectivement, je suis peut-être le seul à avoir assuré une chronique depuis le début, une chronique par semaine. Et au tout début, je crois pendant 2 ou 3 mois, j'écrivais même deux articles par semaine, un édito plus la chronique du vendredi. Et donc, on est arrivé à 100 assez facilement. Et donc, cette idée de sortir cette compilation, qui n'est pas une compilation sélective comme les autres, c'est vraiment tous les billets et toutes les chroniques qui ont été publiées depuis le premier jour jusqu'au mois je crois, le mois de septembre dernier ou le mois d'octobre, au moment où il fallait préparer le manuscrit. Donc, je suis très, très honoré à la fois par cette confiance et par cette générosité
de Jawad Ben Issi. D'ailleurs, ce qui nous a donné l'idée que ce livre ne sera que le prélude ou le point de départ d'une série d'ouvrages qui seront publiés par ce qui est appelé désormais des publications analyses. Donc, c'est une auto-édition interne. Donc, c'est la plateforme qui finance cette opération. Et juste parce que là, on est à l'hawa, comme on dit, quand on dit finance, nous travaillons tous. Et tous ceux qui écrivent et qui publient sur la plateforme depuis le début ne touchent pas un seul centime. Et ça prouve quand même notre confiance et notre fierté de faire partie de cette plateforme. Je voudrais remercier également, je crois qu'il n'est pas encore avec nous, on l'attend toujours, c'est Abdessamad Mouhiddine qui a fait la préface de ce livre. Alors, je ne pourrais pas vous lire parce que je rougis à chaque fois, je ne pourrais pas vous lire cette préface parce que, comme je l'ai dit dans certaines interviews, il exagère un peu trop à mon égard. Je sais qu'il m'aime beaucoup, mais ce qu'il dit, je crois que c'est un peu exagéré. Bon, quand vous aurez le livre, quand vous le lirez, vous allez voir ce qu'il écrit. En tout cas, je le remercie. Alors, aussi bien Jawad Ben Issi que Abdessamad Mouhiddine, je dois préciser aussi que pour Abdessamad, il a écrit d'une manière un peu épisodique avec nous, parce qu'il écrit dans pas mal de magazines, pas mal de journaux à travers le monde. Mais depuis quelques semaines, il assure aussi une chronique hebdomadaire tous les mardis, qu'il a appelé Ciel mon mardi, et qui est d'excellente facture. Donc, je vous invite vraiment à aller sur la plateforme. Donc, c'est très simple, analyse.ma, analyse avec Z à la fin, et vous allez absolument vous régaler. Et comme je parle de régaler, profitez, parce que ça n'arrive pas tous les jours, profitez aussi des billets qu'écrit Jawad, qui, jusqu'à présent, ce n'est pas par paresse, mais c'est parce que il avait des responsabilités assez importantes et assez prenantes. Il écrivait rarement sur la plateforme, mais depuis maintenant, je crois, 2 ou 3 semaines, il écrit je ne sais pas si on peut appeler ça une chronique, mais en tout cas, des papiers d'une poésie absolument extraordinaire et qui s'appelle Correspondance avec Barbara. Et il nous offre à chaque fois un disque de Barbara ou un disque chanté par quelqu'un qui chante Barbara. C'est absolument génial. Et je finirai, parce que je suis toujours dans les remerciements, je finirai par dire que Jawad Ben Issi, on l'appelait que Jawad jusqu'à présent, mais depuis maintenant, je crois, 3 ou 4 mois, il faut l'appeler Maître Jawad Ben Issi parce qu'il est inscrit au barreau de Casablanca parce que c'est un excellent avocat. Voilà, donc maintenant, pour parler du livre lui-même, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Tout ce que je pourrais vous dire, c'est qu'il y a, comme j'ai dit, 100 articles et billets. Surtout, donc là, il y a la majorité, je crois pratiquement 80%, ce sont les chroniques du vendredi, donc les fameuses chroniques vendredi, tout est dit. Mais il y a aussi, vous allez le voir, un édito. Et ça, vraiment, pour moi, je suis très, très fier et je remercie encore une fois mes camarades d'analyse de m'avoir fait cet honneur. On m'a demandé d'écrire la ligne éditoriale d'analyse. Et j'ai écrit un texte, c'était au tout début, je crois que ça doit être le mois de mai ou le mois de juin 2019. J'ai écrit un texte qui était pour moi une espèce de profession de foi. Dans ce texte, j'ai résumé un petit peu ma vision, mais en même temps, la vision que je pensais et que je pense toujours être celle de mes amis et complices d'analyse. Et j'ai été très, très flatté parce qu'il n'y a pas eu une virgule qui a été changée de cette ligne éditoriale. D'ailleurs,
vous pouvez la voir sur mon livre, mais vous pouvez également la retrouver sur analyse.ma. Et c'est très important pour Oui, c'est la Rossé. Vous activez le son. ça s'est arrêté juste maintenant? Oui, oui, c'est bon Oui. d'abord. Oui, donc je voudrais préciser un point qui est très important à propos de ligne éditoriale. Nous avons ouvert cette tribune à toutes les personnes, non pas qui partagent nos idées, mais qui ont des choses à dire, qui sont des spécialistes, qui sont des analystes, mais aussi qui respectent une certaine je pourrais dire, une certaine liberté intellectuelle, mais dans les limites de la bienveillance et de la bienséance. Pour nous, c'est très, très important. Il y a beaucoup d'articles politiques, beaucoup d'articles politiques, mais il y a également des articles qui traitent de l'économie, des finances et tout. Nous faisons rarement, pour ne pas dire jamais, dans les éloges gratuites, nous ne faisons jamais dans la critique systématique. Nous refusons et nous rejetons les you-you et les consensus. Et jusqu'à présent, alhamdoulilah, je crois que nous sommes respectés un petit peu par tous et par tout le monde. En ce qui me concerne, je pense que je suis comment dirais-je, un chroniqueur un peu spécial parce que j'ai toujours été un satireur. Le mot n'existe pas, c'est-à-dire j'écris des billets satiriques depuis tout le temps. Depuis tout le temps. Et en fait, au début, je ne me voyais pas tout à fait dans la plateforme parce que dans cette plateforme analyse, il y a des gens quand même qui ont de l'étoffe, qui ont de l'expérience, qui ont du bagou, qui ont de la rigueur scientifique, académique, ce qui n'est pas du tout mon cas. Et pourtant, on m'a donné cette liberté de pouvoir écrire cette chronique satirique tous les vendredis. Et j'en profite un maximum. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus? J'écris des billets depuis tout le temps, depuis peut-être vous allez presque deviner mon âge, depuis pratiquement 40 ans. Je suis passé pratiquement par tous les journaux et je n'ai jamais été, en tout cas, je ne me suis jamais senti méchant réellement. Mais bon, parce que je pense que les gens qui me lisent savent que, en définitive, l'important, c'est que je puisse transmettre un message, mais d'une manière, disons, agréable. Je ne suis pas un comique, je ne suis jamais considéré comme un clown, je ne suis pas un rigolo. J'essaie de passer des messages sérieux à travers des tournures un peu satiriques, un peu biscornues. Souvent, on me présente comme étant un journaliste. J'ai toujours renié cette identité qui n'est pas la mienne. J'ai écrit des milliers d'articles jusqu'à présent. Je n'ai jamais demandé ma carte de presse. Je me considère plutôt comme un chroniqueur libre et je revendique ce que j'appelle mon irresponsabilité éditoriale. C'est-à-dire un journaliste, lui, il a le devoir de respecter la véracité de l'information, etc. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, je peux presque même inventer des choses et les commenter comme je veux. Ben, tant pis pour ceux qui ne comprendront pas. Dernier point que je voudrais expliquer, c'est qu'en fait, ce livre ne devait pas sortir maintenant. La proposition m'avait été faite il y a déjà
plusieurs mois. Il se trouve que j'avais perdu ma maman en juin dernier, et ça a été quelque chose d'absolument bouleversant. Ça a bouleversé. J'ai failli disjoncter, moi qui pensais être très, très solide. Et j'étais à l'époque sur un autre projet, recueil de mini-nouvelles. Puis lancé un défi d'écrire 100 mini-nouvelles, d'une page par nouvelle. Et j'étais arrivé pratiquement à 40 ou 45 nouvelles. Et puis, il y a eu le décès de ma mère. Et aussitôt après le décès de ma mère, j'ai attaqué le projet de livre d'Al-Mouima. C'était un projet très, très vieux que je voulais écrire déjà au lendemain de la mort de mon père il y a une trentaine d'années. Et il a fallu que ça arrive au lendemain du décès de ma mère, quelque chose qui s'est déverrouillé, qui s'est débloqué. Et je me suis mis à l'écriture. J'ai écrit ce livre en 3 mois. Ça a été très, 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 très dur parce que c'est beaucoup d'émotions et tout. Et quand j'ai donné le manuscrit à l'éditeur, comme j'étais dans l'élan de la boulimie de l'écriture, eh ben, je me suis lancé dans la préparation de ce livre parce qu'il fallait reprendre les textes, les corriger, faire la mise en page, suivre l'impression, etc. Donc, ça m'a permis un petit peu de remplir le temps. Et du coup, il est sorti avant Dal-Mouima, qui va sortir dans quelques semaines. Voilà, je suis à vous. Merci, c'est Mohamed pour la clarté de votre message. Alors, je donnerai la parole, c'est Adjlil de Marrakech. À vous, la parole, c'est Gouzrou. Merci, c'est Abdelrazak. Merci, c'est Larossi, pour votre présentation éloquente, claire, sincère. J'ai senti à travers votre discours une certaine honnêteté intellectuelle et j'aimerais vous poser 3 petites questions. La première, elle est d'ordre général. Si j'ai bien compris, votre livre, c'est une synthèse d'un certain nombre de chroniques, comme vous avez dit, qui ont un caractère parfois politique, économique, soi-disant culturel d'une manière générale. Est-ce que vous ne pensez pas, d'après votre expérience, qu'à l'état actuel des choses, où avec notre rythme de vie, avec notre stress, etc., on ne peut pas lire des livres sur un thème bien précis avec beaucoup de pages, est-ce qu'il n'est pas préférable d'alléger un petit peu la lecture, écrire par exemple des ouvrages où le contenu, comme vous l'avez fait, c'est un ensemble de chroniques, de textes, d'articles dans des domaines divers. Je ne vous cache pas que je suis sur cette voie actuellement. J'ai produit mon premier ouvrage. Maintenant, ça m'a donné la tentation d'écrire dans le même sens et c'est beaucoup plus ma voix. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, vous dites à quelqu'un, je vais écrire sur tel thème, sur l'environnement, sur la politique, sur la philosophie. Bon, il va vous dire, moi je ne peux pas lire un livre de 300 pages, 400 pages. Présentez-moi un article ou deux avec des idées claires, etc. Vous me présentez un ouvrage comme ça, avec d'une manière un petit peu pluridisciplinaire et peut-être que ça va trouver plus de succès. La deuxième question. Un caractère d'autre général. La deuxième question. Moi, d'après le titre, j'ai vu méditation. Pour moi, je n'ai pas encore lu le livre, mais je me fie à votre témoignage. Méditation, ça me pousse à quelque chose de philosophique, de pensée profonde, métaphysique, philosophique, etc. Alors que vous dites que les chroniques sont hebdomadaires sur des thèmes variés. Bon, est-ce que c'est une vision philosophique profonde ou bien c'est une description d'un état des lieux selon votre vision? La troisième question, moi je ne vous cache pas, puisque vous avez dit que vous étiez chroniqueur, etc. Enfin, vous l'êtes toujours. Moi, je ne vous cache pas que je suis devenu addict, je dis bien addict, d'une émission radio, je n'ai pas honte de le dire, Matin Luxe, avec des chroniqueurs de très haut niveau que je respecte beaucoup. Et chaque matin, j'ouvre ma radio, bien sûr, sur ma voiture pour écouter leur analyse. Est-ce que vous ne pensez pas que
être chroniqueur, mais d'une manière un petit peu audio, c'est-à-dire être écouté, ça a beaucoup plus d'impact que d'écrire parce que les gens ne lisent pas tout le temps. Parfois, les gens ne savent même pas qu'il y a quelque chose à lire. Moi, pour la première fois, je découvre que vous avez une plateforme sur laquelle il y a un certain nombre d'articles. Moi, je pense que l'audiovisuel actuellement joue beaucoup plus de rôle sur un plan purement intellectuel pour, comme vous dites, transmettre des messages d'une manière intellectuelle la plus honnête possible. Voilà. Merci Saad Jalil. Donc, pour les 3 questions, je vous cède la parole, c'est la Rossi. Voilà, je vous remercie pour ces questions qui sont vraiment très, très intéressantes. D'abord, je voudrais juste corriger quelque chose. Ce livre, ce n'est pas une synthèse de mes chroniques, c'est une compilation des chroniques. Ce sont mes chroniques qui sont reprises entièrement, mais elles sont datées et titrées et tout ça, et j'ai respecté la chronologie de leur publication. D'ailleurs, même pour le texte sur la ligne éditoriale, normalement, j'aurais pu commencer par ce texte-là, mais j'ai préféré le mettre au moment où il est passé. Donc, c'est une compilation. Et pas... Maintenant, concernant l'histoire de écrire court, est-ce que c'est pas mieux parce que entre guillemets, les gens ne lisent pas? L'argument, je l'ai entendu à plusieurs reprises. Moi, j'ai appelé ça le fast read. Oui, non, mais justement. À l'instar du fast food. Oui, d'accord, mais bon, moi, j'ai toujours. C'est comme au cinéma où on me dit quelquefois, les gens ne peuvent pas suivre un film de plus d'1 heure et demie parce que sinon c'est trop long. Et dernièrement, il y a eu le film The Irishman de Scorsese qui fait, je crois, 3h40. J'ai eu la chance de le voir au dernier festival de Marrakech il y a 2 ans. Et je peux vous assurer que, et je ne suis pas le seul, il y a eu, c'est vrai, quelques personnes qui se sont levées après 1 heure ou 2 heures, etc. Mais je peux vous dire pratiquement 90% des gens qui étaient dans la salle et qui sont des cinéphiles sont restés jusqu'à la fin. Et en parlant entre nous, on avait dit que le film est tellement beau, tellement bien fait, que même s'il y avait encore 1/2 heure ou 1 heure, on serait resté. On aurait peut-être des petits problèmes de prostate, mais on aurait gardé. Tout ça pour dire que les gens qui ne lisent pas, que vous leur donniez un livre de 500 pages ou une feuille d'une page, ils ne vont pas la lire. Parce que la lecture, c'est quelque chose, c'est une éducation. Et moi, j'ai eu la chance, j'ai fait partie d'une génération, j'ai eu la chance d'avoir des enseignants qui nous ont fait aimer la lecture. Ce qui n'est pas peut-être, hélas, maintenant, alors je le dis quelquefois, je sais que mes enfants n'aiment pas que je leur dise ça, j'écris tout le temps, je lis tout le temps, j'ai des centaines de livres chez moi, mes enfants ne lisent pas. Et alors que, pour vous dire que c'est quand même assez compliqué, quand je dis, donc j'ai bien parlé d'enseignement et pas d'éducation, c'est-à-dire que moi, leur papa, j'ai tout fait pour leur faire aimer la lecture. Ils ont plein de livres. Ça ne les intéresse pas. Pourquoi? Parce que l'école, quand je dis l'école, c'est l'école en général, c'est-à-dire l'école, le lycée, la faculté, etc. Il n'y a plus de personnes aujourd'hui qui sont amoureux, passionnés. Le professeur, les tiqarri, mais un douce kitab dar. Et donc ça, c'est vraiment problématique. Il y a une information que je peux vous donner et dont je suis fier et que je raconte, moi, dans le livre d'Al-Mouima. Mon père n'a jamais été à l'école. Donc, ce n'est pas lui qui m'a appris à lire. On n'avait pas de livres. Les livres qu'on avait à la maison, c'est le livre du Coran, ou du Burda, ou du Hamziya, ou du Dalil Khairat. On n'avait pas les livres. Donc, ceux qui m'ont fait aimer, ce sont mes professeurs, ce sont mes maîtres, ce sont mes instituteurs. Donc, le fait de dire, puisque les gens ne lisent pas, donc on va leur faciliter la chose et on va leur faire des trucs courts.
Non, non, moi je ne fais pas court. Soit j'arrive à intéresser mon lecteur avec une page ou avec 300 ou 400 pages, soit je suis un mauvais écrivain. J'écris, d'ailleurs, je peux le dire, je ne suis pas le seul, tous les écrivains vont vous le dire, on n'écrit pas forcément, d'abord, on n'écrit pas forcément pour que les gens nous lisent. On écrit d'abord pour nous-mêmes. Donc ça, c'est quand même très important. Je parle de l'écriture en général. Bon, pour la chronique, là, c'est un travail. On écrit parce qu'on a envie de dire des choses que certaines personnes, ou beaucoup de personnes, ou tout le monde puisse comprendre et savoir ce qu'on a écrit. Donc, quand j'écris, j'essaie de me faire plaisir et j'essaie aussi d'essayer par mon style, par le vocabulaire que je vais utiliser, par la passion que je vais mettre, d'intéresser d'autres personnes. La lecture ce n'est pas, c'est simple, c'est comme dans la cuisine. Alors, on est capable d'apprécier l'hergma ou le et d'apprécier une petite salade matéchol là. Il n'y a pas ça ou ça. Donc, soit on aime lire, et à ce moment-là, le nombre de pages ne veut rien dire, sauf si c'est, parce que, quand je le dis, je le répète, quand c'est mal écrit, et c'est mal écrit. C'est comme vous commencez un film, si vous n'arrivez pas à accrocher les personnes, les gens ils vont zapper. Donc voilà, sur cette question de est-ce qu'il ne faudrait pas écrire plus court pour que les gens lisent. Si les gens ne peuvent pas lire, moi mon prochain roman, il fait 320 pages. Ben, les gens qui vont le lire, ce sont les gens qui vont être intéressés par mon texte. Ben, les autres ne m'intéressent pas. La deuxième question, méditation et médisance. Alors ce titre est venu en fait presque par hasard. C'était au moment où j'étais en train de travailler sur la couverture. Bon, pour la petite anecdote, ça a été dit par Sir Abdelzak. J'ai travaillé pendant une trentaine d'années dans le monde de la publicité et de la communication et j'étais entre autres directeur de création et directeur artistique. Et donc, le fait de travailler sur la couverture, c'était quelque chose de normal, d'autant plus qu'on n'avait pas les moyens non plus de payer un directeur artistique pour ça. Et donc, à un moment où j'ai choisi de la photo qui est sur ce livre, c'est une photo qui, je ne l'ai pas mis sur le livre, mais je peux le dire, c'est une photo qui a été prise par ma fille en février dernier à Ifrane, au moment où on avait ouvert, on était arrivé la veille, la nuit, il n'y avait pas de neige, et on se réveille le matin, on ouvre la fenêtre et le spectacle était absolument sublime. Et donc, elle avait pris cette photo et j'ai choisi cette photo où je regarde en haut, donc on voit un petit peu le fond de neige et tout. Et en fait, ça m'a donné l'idée de cette méditation parce que effectivement, je suis presque en train de méditer ou de prier. Et après, j'ai trouvé le jeu de mots intéressant, méditation et médisance. Alors, quel rapport avec mes textes? Eh bien, lorsque vous lirez une de mes chroniques, n'importe laquelle, vous allez voir qu'il y a effectivement de la méditation. Quand je dis méditation, c'est-à-dire il y a une réflexion, souvent sincère, d'un événement, d'une actualité, etc. Et j'en profite au passage, effectivement, de taper quelquefois sur les copains, et c'est ce que j'ai appelé la médisance. Et je tape sur à peu près tout le monde, presque, et jusqu'à présent, je n'ai pas eu de problème. Troisième question, c'est concernant la radio. Alors là aussi, c'est drôle parce que je suis un passionné de radio. J'ai eu plusieurs vies, parce que j'ai travaillé dans le tourisme, dans la pub, etc. Mais j'ai travaillé, avant d'arriver dans la pub, j'ai travaillé à la radio. J'ai travaillé à Midi 1. Au tout début de Midi 1, c'est-à-dire au lancement de Midi 1, les débuts des années 80. Et j'adore la radio. J'aime aussi la télé, mais j'adore la radio. Et mon rêve a toujours été de vouloir animer une émission de radio et surtout une émission culturelle ou politique. Et malheureusement, on n'a jamais voulu de moi. On m'invite assez souvent à la radio d'ailleurs,
pour discuter, pour débattre. Mais la seule fois, alors ça tombe très bien, la seule fois où on m'a proposé de travailler, non, en fait, il y a eu deux fois. Il y a eu Aswat, avec qui j'avais fait un petit essai. Et après, il y a eu Lux Radio, justement. Et avec Lux Radio, on m'a harcelé pendant pratiquement 2 ou 3 mois. Et j'ai travaillé avec Lux Radio pendant 2 semaines, où j'étais parmi les chroniqueurs. Et j'étais je devais jouer le trouble fête. Et c'était ça qui m'intéressait. Parce que justement, l'émission dont vous parlez du matin de Lux Matin, c'est une émission qui, personnellement, et je l'avais dit au patron de Lux Radio à l'époque, je la trouve intéressante, mais je la trouve en même temps un peu monotone. Pourquoi? Parce que tout le monde est sérieux, tout le monde a un avis sur tout. Tout le monde, à chaque fois qu'on pose une question sur le pétrole, sur le cancer, sur la crise monétaire, ben, tout le monde doit avoir un avis. Et je trouvais ça pas normal, parce qu'on ne peut pas savoir tout sur tout, ça n'est pas possible. Et donc, j'avais discuté avec le patron qui m'avait recruté, et je devais jouer un peu, c'est lui-même qui avait prononcé ce nom, le rôle de Laurent Baffy, le fameux, je ne sais pas si on peut appeler humoriste, mais en tout cas, lui aussi, il est chroniqueur et tout, qui travaillait avec Ardisson. Et Laurent Baffy, on le voit encore à la télévision sur France 2 et sur d'autres chaînes, c'est quelqu'un qui est là un petit peu pour secouer les idées toutes faites, etc., pour embêter un petit peu les gens. Ça a duré 2 semaines et on m'a remercié, sans aucune explication. Bon, les mauvaises langues disent qu'ils ont dû avoir un coup de fil de je ne sais qui leur a dit attention, ce mec-là est dangereux, mais je n'ai jamais eu d'explication jusqu'à ce jour. Bon, cela n'empêche pas Lux Radio de m'inviter quelquefois, de m'appeler pour assister. Donc la radio, chiche, j'aimerais bien faire ça. Effectivement, des chroniques à la radio, c'est aussi intéressant, mais les chroniques écrites, c'est très intéressant aussi. Très voilà. Bien, très bien. Merci, c'est Mohamed. La parole est à vous. Je اللي بغى poser ses questions. مرحبا. Alors, bonsoir. C'est Ahmed Rifaï. Tfadal. Bonsoir, ça va, vous allez bien? Très bien. Vous m'entendez bien? Très bien. S'il vous plaît, monsieur le professeur a évoqué la question de la lecture et de l'amour de la lecture, et il a rejeté toute la responsabilité sur l'école ou le professeur. Mais moi, je vois que la responsabilité est partagée aussi par la famille. C'est un enfant, par exemple, qui voit son père lire à côté de lui, sa sœur, son frère. Bien sûr, il peut être influencé par cette atmosphère. Mais le fait de dire que seulement l'école qui pourrait influencer l'élève, là, je me sépare du professeur concernant ce point. Autre chose aussi, lorsqu'on écrit, le professeur a dit que la question de la lecture, la question de l'écriture, on écrit pour soi-même. Mais à mon avis, je vois que le genre d'écrit qu'on peut écrire pour soi-même, c'est le journal intime. Le journal intime qu'on met dans le tiroir. À part ça, bien sûr, on lit, on écrit pour être lu. Mais seulement là, il faudrait prendre en considération aussi les centres d'intérêt du lecteur aujourd'hui. D'accord? L'intervenant a parlé d'un nombre de pages, 400 pages, 700 pages. C'est vrai, maintenant, les jeunes aujourd'hui, bien sûr, on opte pour un nombre réduit de pages, mais aussi de qualité. Qu'est-ce qui peut attirer le lecteur? Il y a la beauté du style, une histoire merveilleuse, une histoire apassionnante. C'est comme le film aussi. Mais le fait de dire qu'un lecteur peut abandonner, qui ne lit pas 400 pages, ne peut pas lire, qui ne lit pas une page, ne peut pas lire 400 pages, moi je ne vois pas que c'est une bonne raison.
Donc là, ce que je voudrais souligner, c'est que l'auteur, quel qu'il soit, il doit aussi prendre en considération la réception de l'œuvre. C'est-à-dire, avec quel sujet je dois aborder pour intéresser le lecteur. Qu'est-ce qui intéresse le lecteur aujourd'hui? Quel type de sujet je dois, par exemple, traiter dans mon roman ou bien dans mon écrit. Voilà. Donc, il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu pour que l'œuvre soit, bien sûr, bien reçue. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, c'est Rifaï. C'est Mohamed. Franchement, là, je n'ai pas envie d'entrer dans un débat comme ça, parce que bon, je ne prétends pas détenir la vérité absolue. Moi, je parle de mon expérience. D'ailleurs, j'ai cité mon expérience par rapport à mes enfants, mais également par rapport à mes parents. Mais je pourrais également dire qu'il y a également une grande responsabilité, et ça aussi j'ai l'occasion de le dire, qui est la responsabilité de l'État, des pouvoirs publics, mais aussi ce qu'on appelle aujourd'hui la société civile. Est-ce que je dois vous informer que nos médias publics s'en fichent complètement de la lecture et des livres. Quand je dis complètement, j'exagère peut-être, parce qu'il arrive que nos chaînes de télévision, nos chaînes de radio nous parlent quelquefois de parution de livres, mais ça devient presque anecdotique. Il n'y a plus aujourd'hui aucune émission au niveau des télévisions, aucune émission culturelle ou sur la lecture, sur la littérature, nos deux chaînes de télé publiques, alors qu'elles sont censées être de service public. Et vous savez pourquoi? Et ça, c'est l'ancien fils de pub qui vous donne l'information, c'est que nos chaînes publiques, qu'on appelle publiques, eh bien, elles sont financées en grande partie par la publicité. Ce qui est absolument anormal. Et c'est pour ça, moi, je ne voudrais pas être à la place de nos directeurs de télévision qui sont obligés de mettre des programmes débiles et débilisants en prime time, c'est-à-dire au moment où tout le monde est en face de la télévision. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a les sponsors, c'est là où il y a de la pub. Et parce qu'une chaîne, une émission qui parlera des livres ou de la culture et qui fera la promotion des livres, qui fera la promotion de la culture, si on la met à une heure de grande écoute, eh ben, elle va faire fuir les publicitaires et les annonceurs parce que le public n'est pas intéressé. Et malheureusement, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, regardons maintenant les programmes, par exemple, qui reviennent tous les ans, Framdan. Si on veut vraiment débiliser les gens, il n'y a pas d'autre solution que ce qui a été choisi. Est-ce qu'on n'a pas... Qui a décrété qu'il faut, Framdan, on doit rigoler. Enfin, on doit rigoler. On doit faire des programmes soi-disant les Dahkouna. Alors que le rire, c'est quelque chose de grand. Le rire, c'est quelque chose qui rend intelligent. Mais c'est le rire intelligent. C'est l'écriture. Là aussi, on est dans l'écriture. Hein. Et les scénarios et tout ça c'est écrit. Mais je sais comment on écrit. J'ai eu l'occasion de travailler pour des ateliers d'écriture pour des séries et je ne vous dis pas comment les choses se passent. Donc, si l'État ne fait pas attention, mais s'il ne fait pas attention, n'est pas intéressé, si l'État donnait les moyens, comme je dis souvent, on n'a qu'à copier sur les autres. Quand on voit la grande librairie, par exemple, sur les chaînes françaises, ben écoutez, ça donne vraiment envie d'écouter. Et on écoute les gens qui parlent. Et vous, d'ailleurs, en parlant de pagination et de nombre de pages, vous voyez un peu les livres, comment ils sont gros,
mais les personnes qui les ont écrits, ces livres, eh ben, ils en parlent avec une telle passion et un tel amour qu'on a vraiment envie de sortir, même le soir, pour aller chercher le livre. Là. Parce que c'est quelque chose que, c'est simple. الحاجة اللي ما يحبوهاش ليك سواء والديك ولا المدرسة اللي كاين راه ما تحبهاش. Donc voilà, alors l'histoire d'elle, on écrit pour soi, etc. Bon, j'ai dit, peut-être qu'il ne faut pas que je sois catégorique. C'est vrai qu'on a besoin d'avoir un lectorat, on a besoin de séduire les gens, entre guillemets, on a envie d'avoir beaucoup de lecteurs et tout. Et en tout cas, au Maroc, ça on peut le dire sans se tromper, on n'est pas sûr d'avoir, on ne cherche pas à avoir beaucoup de lecteurs. Parce que si je vous racontais l'expérience d'Yalim Assouch Press, il fallait presque les violer. Parce qu'eux-mêmes, qui sont distributeurs, ils vous disent ما بقى حتى واحد تيقرا ما تطبعش الشاي بزاف لانه غير غادي يبقاو لك غادي يرجعوا لينا. C'est un défaitisme comme ça, ben c'est désespérant. Et moi, je fais de la résistance en écrivant et en croyant à la lecture. Hada Siri Faï, il a parlé il faut tenir compte des goûts des autres. هذه القضيه ديال الجمهور عايز كذا. راه effectivement داك رشيد شو داك الخوار اللي تيدوزو راه effectivement عنده جمهور. Moi, j'ai le respect pour le public. Oui, mais non plus on donne j'allais dire un gros mot, plus on donne un programme عيان, et plus le public va s'adapter, s'habituer avec عيان. اللي عطيتي شي حاجه اخرى شي حاجه du formatage. Le formatage, exactement. Oui. Donc l'histoire d'elle prendre en compte le goût des autres, non, l'écrivain n'est pas là au service du public. Il est là pour éclairer le public. إلا بغى شي يشغلو هذاك بغى يبقى مكلخ مثلا بزاف حتى شي واحد باش يشري كتابي ولا باش يقراه. Soit j'arrive à l'intéresser, soit ما كاين مشكل. Ok, merci. Donc, avant de passer la parole, si Jawad, je voudrais rebondir sur la responsabilité de la lecture. Il faut dire que l'État aussi, il est pour quelque chose. Notamment pour les écrivains marocains. La question, ça revient très souvent à le débat. Il n'y a aucun moyen d'encourager l'écrivain marocain à ce qu'il soit lu par le public marocain, par l'écolier marocain, par le lycéen marocain, par présenter des mémoires de master ou de licence ou de thèse sur les écrivains marocains, alors qu'on va aller chercher ailleurs, sachant que nos Marocains ont une plume quand même qui est intéressante. Je vous cède la parole, c'est Jawad, pour laisser c'est Mohamed répondre le Kouchi. À vous la parole. Micro. Bonsoir tout le monde et merci infiniment de cette invitation et merci pour cet échange de qualité, ce débat de qualité. Je découvre agréablement ce forum. Si j'aime pas trop les endroits fermés, mais il faut avouer que les choses les plus sympathiques dans la vie se font et se déroulent dans des endroits fermés. Et donc, je suis très touché par ce qu'a dit, et je pense qu'il exagère beaucoup aussi, Mohamed Larossi, à mon égard. Mais je suis quand même très touché par ces mots. Mais, non, je n'exagère pas. Parce qu'en fait, j'ai oublié de dire une chose. C'est quand même, je crois que c'est ça qui a été le déclencheur de notre amitié. C'est que Maître Jawad Ben Aissi est un écrivain confirmé. Il a écrit un roman absolument sublime qui s'appelle Zezona, et par un jeu de hasard absolument extraordinaire, on avait une amie commune et j'étais en voyage à Paris et son livre était édité à Paris. Et elle m'a demandé si je pouvais ramener quelques exemplaires d'un bouquin d'un ami à elle
Donc, je lui ai dit, sans problème, on me l'a ramené à l'hôtel et j'ai ramené le carton à Casablanca, ce qui fait que j'ai eu comme cadeau un exemplaire dédicacé. Vraiment, je le garde dans le coffre-fort parce que, tout bêtement, son livre a été stupidement interdit à la distribution. Et ça, bien sûr, ça nous est resté à travers la gorge à tous. Et c'est un roman absolument extraordinaire. Et pour vous montrer la bêtise des censeurs, alors je ne vais pas vous dévoiler la raison, parce qu'il faut lire le livre et pour dire, mais là, ils sont vraiment stupides. Bon, maintenant, c'est arrivé à un moment, il y a quelques années déjà. Je suis sûr que maintenant, si on le réédite, il n'aura pas de problème. Donc, quand il me dit que j'exagère, non, j'exagère pas. Très bien. Allez-y, professeur. Oui. Non, non. Mais en tout cas, on est plus que des frères, on est des amis, hein, on est de vrais amis. Et ce qui est extraordinaire dans cette amitié, c'est qu'on s'est connus à travers la parole, hein, la parole avec un grand P, à travers le livre, à travers la culture, à travers C'était ça, en fait, le contexte dans lequel on s'est fait connaissance il y a plusieurs années. Et c'est une amitié qui ne cesse de grandir. Et personnellement, je me considère comme un membre de la famille de la Russie et une famille avec laquelle je partage énormément de moments de joie, beaucoup de valeurs et beaucoup de sentiments. Mais pour revenir à ce livre, je pense que depuis toujours, je me dis, si Mohamed Laroussi mérite un hommage. Et je voulais personnellement être derrière l'un des hommages qu'on devrait, dans un pays comme le nôtre, rendre aux gens, aux porteurs je ne vais pas dire de la plume, mais aux porteurs de la parole. Et donc, ce livre est une façon de lui rendre hommage parce qu'il a derrière lui un très long, mais non seulement, mais aussi long que riche, hein, autant long que riche, parcours d'écriture, de prise de parole publique au moment où les porteurs de parole se font de plus en plus rares et font un retour en arrière pour des raisons ou pour d'autres. Et donc, je me dis, c'est une façon de lui rendre hommage et je pense que sur d'autres plans, si Mohamed mérite d'autres hommages en tant que, par exemple, dans le domaine du cinéma, il n'y en a pas beaucoup. En fait, les vrais critiques, les gens sincères, comme c'est Mohamed Laroussi, comme c'est Fouad Souiba qui est avec nous, ils sont très peu nombreux qui ne font pas dans la complaisance, qui connaissent véritablement le domaine du cinéma, de la critique, de la littérature. Ce sont de vrais connaisseurs de la littérature et de la critique et du cinéma et des arts en général. Je pense aussi que, comme Jacques Le Maleh qui est présent avec nous, c'est Mohamed Laroussi fait partie de ces figures de casablancaises, des figures incontournables. C'est-à-dire, moi, personnellement, je ne peux pas imaginer quand je pense à la culture à Casablanca, aux arts à Casablanca, etc., je pense directement à Si Mohamed Laroussi, à un certain nombre, par exemple, à Mamoun Salaj, qui est au Brel, à Jacques Le Maleh, qui n'est pas qu'un artiste, mais c'est un rythmologue. Hein, c'est un peu comme les cardiologues. Il y a une spécialité dans la cardiologie qui s'appelle la rythmologie. Je ne suis pas médecin, mais j'ai un ami rythmologue et je pense que Jacques Le Maleh, c'est un rythmologue, c'est un excellent rythmologue et je le vois très souvent à travers YouTube, les concerts, etc.
Et donc, ce sont des figures de Casablanca. Et Casablanca, c'est pas une ville, c'est une patrie, c'est un monde, c'est plusieurs identités, c'est la diversité, c'est la cohabitation. Hein. C'est le seul endroit au Maroc où tu vois les gosses des riches prendre un verre ou fumer quelque chose avec les gosses des pauvres et la communication se passe très très bien sans aucun problème, etc. Donc ça, c'est ça d'un côté. D'un autre côté, pour ne pas monopoliser la parole, l'importance de ce livre consiste, entre autres, au fait que c'est un témoignage, en fait. C'est une façon d'écrire l'histoire de la politique au Maroc. Ce sont des chroniques, c'est une compilation de chroniques, mais chaque chronique réagit à la réalité, à des événements de l'actualité, adresse des critiques, essaie de lire différemment un débat ou une réalité. Et je pense que ce livre, son importance sur le plan académique, en fait, c'est que c'est un carnet d'histoire. Si on veut savoir ce qui se passe, ce qui s'est passé au Maroc durant les 3 dernières années, par exemple, je ne vais pas dire au jour le jour, mais je ne sais pas si l'expression existe, la semaine à la semaine, au jour le jour, mais on n'a qu'à prendre ce livre, on n'a qu'à le lire pour savoir ce qui s'est passé au Maroc chaque semaine, chaque jour, etc. Sur le plan politique, sur le plan stratégique, sur le plan culturel aussi, parce qu'il y a énormément de chroniques culturelles. Et je pense que les étudiants de sciences politiques, les étudiants de l'histoire qui travaillent sur l'histoire du Maroc politique moderne, vont avoir besoin de ce livre qui leur sera, à mon humble avis, d'une grande utilité. C'est pas un ouvrage qui travaille sur une thématique parce que ça, c'est le travail des chercheurs, mais le travail des gens comme c'est Mohamed Laroussi, des chroniqueurs et des observateurs et des écrivains, des écrivains, c'est en fait de réagir chacun à sa manière à la réalité. Et je pense qu'il faut que les gens prennent l'initiative, les gens qui ont l'habitude de publier régulièrement des chroniques ou des articles d'opinion. Je pense que ça serait du gâchis si on ne publiait pas, si on ne rassemblait pas leurs articles parce que c'est une façon d'écrire l'histoire, c'est une façon d'apporter un témoignage sur la réalité et c'est un livre qui mérite une place dans les bibliothèques publiques du pays et dans les bibliothèques des universités. Je le dis avec avec autant de fierté que d'humilité. Donc, je pense que c'est un livre qui est particulièrement intéressant. Personnellement, moi qui ai l'habitude, qui ne rate pas une seule chronique de ces Mohamed Laroussi, quand j'ai relu le livre, je retrouve en fait des sorties du chef de gouvernement qui ont été, voilà, des sorties dont on s'est moqué pendant 2-3 jours, mais qu'on a oubliées. Mais on les retrouve dans ces livres et je pense que ce sont des choses qui peuvent être reprises dans 20 ans, dans 30 ans, qui peuvent être reprises par les étudiants, par les chercheurs qui s'intéressent justement au Maroc pendant cette période précise. Donc voilà ce que je voulais dire et sinon je suis avec C. Mohamed Laroussi, c'est toujours, on ne partage pas que les idées, on partage des passions aussi. Hein. On a le cigare, par exemple. Oui, on ne doit pas avoir honte de le dire.
On ne doit pas avoir honte de... On est des... hein? Des amoureux de la vie. Exactement. Donc, on se partage des petits plaisirs de la vie. Et je dois dire une seule chose. Ça fait peut-être... ça fait maintenant 11 ans ou plus qu'on se connaît. Personnellement, on ne s'est jamais pris la tête. Cela ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord, mais on ne s'est vraiment jamais pris la tête, on ne s'est jamais fâché. Il a sa façon de me gérer, j'ai la mienne aussi, on s'aime. Voilà, on s'aime. Et pour finir cette petite intervention, il faut qu'on apprenne à dire je t'aime dans ce pays et aux gens qu'on aime. Hein, et c'est Mohamed Laroussi, je t'aime beaucoup, je t'aime Moi non énormément. plus, moi non plus. Comme dit la chanson. Merci, merci. Donc, voilà. Donc, merci. C'est Jawad pour ce beau témoignage, c'est Mohamed Laroussi. Mais une chose est certaine, c'est qu'on le partage avec on l'aime. Peut-être on n'a pas eu l'occasion de le dire, mais c'est une personne qui compte beaucoup pour nous. Le paysage de la communication. J'aime pas partager les gens que j'aime. Mais bon, c'est pas grave, hein, je suis l'exception. Tu n'as pas le choix cette fois-ci. Si vous êtes Souiva, à vous la parole. Alors, bonsoir. Bonsoir. On ne peut finir une intervention que de la plus belle manière que celle que vient de faire Maître Jawad Meissi sur cette déclaration d'amour extraordinaire. Et on ne peut mieux faire pour présenter un collègue, un auteur, et surtout replacer la chronique journalistique dans un contexte académique. Je pense que tout le mérite de l'intervention de C. Jawad, c'est d'avoir justement su mesurer à juste titre la place dans laquelle il faut absolument aujourd'hui repenser le journalisme au Maroc. Parce que, comme nous le savons tous, il y a très peu d'éditorialistes au Maroc, il y a très peu de chroniqueurs. Et c'est des gens qui travaillent sur à la fois l'actualité et qui travaillent en dehors de l'actualité, mais ils travaillent sur des événements importants, sur des fois des faits divers, des fois sur des choses qui paraissent être éphémères, mais qui ont de l'importance par rapport aux mutations sociales, etc. Et je crois que Maître Jawad Meissi, ce soir, il a su justement replacer la chronique dans le contexte qui lui sied, celui de l'académisme, parce qu'on a souvent oublié justement de donner ces lettres de noblesse à l'activité journalistique au Maroc. Alors, merci encore une fois à Maître Jawad Meissi de partager avec nous ce forum riche et qui vous enrichissait par vos interventions, par vos diverses interventions. Je voudrais revenir justement à la réflexion qui a été lancée à propos de l'auteur vis-à-vis de son lecteur, de son lectorat de façon générale, et puis qui a été insinué aussi par Simon Darossi tout à l'heure, en parlant de l'importance ou pas du lecteur. L'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est qu'il existe des livres, c'est qu'il existe aujourd'hui au Maroc aussi des films, de la musique, et je rends hommage aussi à Jo Carmel qui est présent ce soir. Jo Carmel, je vais ouvrir une parenthèse, on ne va pas tarir des lots ce soir, on ne va pas se priver de se jeter des fleurs. Je vais un peu surprendre Jo Carmel et je vais lui rappeler un événement qui s'est produit chez lui à Paris, je crois en 1987, octobre 87. À l'époque, Mitterrand, dont on célèbre les 40 années d'investiture cette semaine en France, avait en octobre 97 inauguré officiellement l'Institut du monde arabe.
Et moi, j'étais à l'époque dans l'équipe de Khtar Ghazel, j'étais son attaché de presse. Ahmed Khtar Ghazel, feu Ahmed Khtar Ghazel, le grand chercheur sur la langue arabe, sur la technologie de la langue arabe, sur le passage de l'ASP d'art donc, à l'imprimerie, au clavier d'ordinateur, etc. Donc, on était parti à Paris à cette occasion et on avait profité d'un moment avec mes amis pour aller dire bonsoir à Sheikh Karmel à la maison. Alors, chez lui, on l'avait un peu sorti de son monde à lui, de son cocon à lui avec sa femme, etc. Et ce soir, Sheikh Karmel a fait montre d'une générosité extraordinaire, nous a reçus chez lui. Il a été faire les cours, enfin, il a commandé un repas de sushi pour dîner, etc. à la maison, et ça a été une soirée extraordinaire et qui fait suite à une rencontre qu'on avait faite lors du Festival international Ciné Jeunesse de Rabat, où il avait donné un spectacle dont j'étais aussi responsable de la communication à l'époque à Rabat. Voilà, donc c'était juste une parenthèse pour rendre hommage à ce grand monsieur, à ce rythmologue, comme aime à dire Maître Jawad Benaïssi. Alors, je ferme la parenthèse, je reviens à Sidi Mohamed Al-Arroussi. Sidi Mohamed Al-Arroussi, dans la présentation de Saad Barzakh tout à l'heure, il avait parlé de plusieurs casquettes de ce monsieur, de ce grand monsieur, qui a si brillamment fait carrière dans plusieurs domaines j'allais dire, des arts visuels, de la culture, du spectacle. Et puis, bien sûr, ayant déjà derrière une carrière de 30 ans dans la publicité, il faut le faire. Je me rappelle de Média Conseil, je crois, son agence de publicité à l'époque, et puis qui allait changer de nom après, etc. Donc, il avait vraiment mené de front plusieurs carrières, ce grand monsieur, à Casablanca et ailleurs. Quand je disais tout à l'heure Casablanca, c'était pour un peu le faire briller davantage. Mais c'est un garçon qui a une dimension, bien sûr, mondiale, qui a une dimension universelle. Donc, la publicité, elle passe au journalisme. Du journalisme, il passe au cinéma, il passe au scénario. Et nous avons eu beaucoup de rencontres professionnelles ensemble, amicales, etc. Que ce soit à Casa ou à Tanger ou à Marrakech ou ailleurs. Je ne sais pas si on s'était croisés un peu quelque part en dehors des frontières, mais en tout cas, on a eu beaucoup d'amitié et beaucoup de collaboration ensemble sur plein d'événements. À l'époque, moi-même, j'étais un peu animateur de festivals, j'organisais beaucoup de festivals, j'intervenais sur plein de festivals au Maroc, j'en créais beaucoup, etc. Mais voilà, donc c'est Mohamed Al-Arroussi. Je crois que la chose la plus importante aujourd'hui, c'est que c'est quelqu'un qui écrit des livres, qui arrive vraiment à mener jusqu'au bout des projets de livres, des projets éditoriaux de qualité. Et puis, bien sûr, toute sa formation dédiée au cinéma, il va un peu la transposer dans la formation. Voilà, donc on a été ensemble aussi à l'Institut Alice Mac, où il était aussi de passage à un certain moment, à Rabat, à ses débuts comme moi. Moi, je quitte l'ISMAC en 2017. Lui, je crois, il l'a quitté en 2016 ou en 2018. Je ne me rappelle plus. En tout cas, voilà. Donc, c'est Mohamed Al-Arroussi. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui compte à la fois dans le monde de l'édition, mais surtout dans le monde du cinéma, parce que c'est Mohamed Al-Arroussi, c'est un critique du cinéma de qualité. C'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, qui n'a pas froid aux yeux, et qui dit ses quatre vérités, et qui a la capacité, la qualité d'écrire. C'est une plume très brillante, très exceptionnelle, et que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il dit et qui sait de quoi il parle. C'est pas quelqu'un qui parle pour ne rien dire, ni juste pour faire beau ou pour un truc de style. Non, c'est quelqu'un qui intervient dans l'écriture, sur le cinéma ou autre chose, sur l'actualité de façon générale. Mais par rapport au cinéma, c'est quelqu'un qui intervient avec une plume de qualité et avec une sagesse, une réflexion assez poussée et assez pointue en la matière. Aujourd'hui, il est scénariste, mais aussi il est responsable de script doctoring, donc il peut relire des scénarios, il peut orienter les gens, il peut
aidé par différents mécanismes pour la mise en place de projets de cinéma. La preuve, il a été sur 2 mandats membre de la commission du FONDED, donc il a aidé quatre mandats. Voilà. 4 mandats. Oui, oui. 4 mandats. Donc, tu as aidé à l'émergence de plusieurs projets, de plusieurs jeunes aussi sur le marché du cinéma. Tout a, encore une fois, à ton honneur. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait quand même revenir à... je ne voudrais pas évoquer ce qui se passe aujourd'hui dans le cinéma ces 2 dernières... Enfin, surtout pendant le mois de Ramadan, il y a eu il y a eu du grabuge, il y a eu beaucoup de, j'allais dire, de débats assez virulents de la part d'une frange de la profession vis-à-vis de la direction du système, etc. Donc, en tout cas, je crois que les choses sont en train d'aboutir et on est en train de déboucher sur des solutions par rapport à plusieurs projets qui vont finalement pouvoir continuer à exister. Mais est-ce qu'aujourd'hui, pour un peu en revenir au cinéma, revenir à ton expérience en matière de formation, est-ce qu'on pourrait vraiment envisager aujourd'hui? Parce que nous savons qu'il y a eu plusieurs projets de création d'établissements de cinéma dans le privé. Beaucoup dans le privé, une trentaine de projets dans le privé qui existent. Très peu marchent très bien. Il y en a 2 ou 3 qui marchent très bien dans le privé. Et puis, au niveau public, il y a les SMAC dont je viens de parler et qui est la seule vraiment expérience académique professionnelle. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que dans plein d'universités, il y a beaucoup de licences aujourd'hui, beaucoup de masters de cinéma, etc. Mais ça reste malheureusement uniquement au niveau théorique. Les gens vont à la fac, mais très peu de gens en sortent avec amitié. Mais quand on passe dans des écoles, quand on fait le cursus à Marrakech, à l'ISAB, ou à l'ISMAC, ou à l'ISCA Araba, ou sur 2 ou 3 autres écoles, peut-être à Casablanca ou ailleurs, on arrive quand même à avoir une visibilité plus claire par rapport à sa carrière professionnelle. Mais quand on vient de l'université, c'est très difficile de rejoindre le marché, d'intégrer le marché, parce qu'on n'a pas encore le métier, on reste sur des théories, on reste sur des choses. Si on exclut bien sûr le master documentaire de Martil avec Hamid Aïdouni, qui a quand même donné ses preuves en proposant, en offrant au marché marocain plusieurs cinéastes. Alors, est-ce qu'on peut aujourd'hui envisager dans le privé, et c'est ça la réflexion qu'on doit aujourd'hui peut-être soutenir, envisager de mettre en place, de créer carrément un établissement de formation professionnelle de qualité, mais indépendamment à la fois de l'État et des expériences déjà existantes. Avec toutes les expériences de plusieurs intervenants professionnels, moi je parle de la profession parce que l'enseignement du cinéma, il ne peut passer que par les professionnels. Il est inadmissible qu'on donne encore aujourd'hui des cours de physique, de mathématiques, je ne sais pas de quoi, dans des écoles de formation au cinéma, alors qu'on demande aux gens de faire des films. Au lieu de faire des films, ils sont en train de résoudre des équations. Et c'est pas la méthode et c'est pas le bon sens, ni la bonne démarche pour former des gens et des jeunes surtout pour aller embrasser des carrières artistiques et techniques dans les différents domaines du cinéma. Est-ce qu'on peut aujourd'hui envisager, avec toute l'expérience cumulée à droite et à gauche au niveau de chacun de nous, hein, il doit y en avoir une vingtaine de cadres aujourd'hui professionnels qui peuvent prétendre justement à l'encadrement pédagogique supérieur tout en restant vraiment dans la profession cinématographique et en s'éloignant autant que faire se peut vraiment des théories qu'on peut aujourd'hui glaner dans les livres, glaner sur Internet, surtout dans les livres, dans les lectures. Il y a tous les grands philosophes, tous les théoriciens et critiques qui ont publié tellement de livres qui existent et qui sont maintenant à la portée par PDF. On peut tout consulter par PDF. Maintenant, ce qui manque, c'est vraiment la formation empirique. On veut former des gens. Est-ce qu'on pourrait envisager ça maintenant qu'on est en train de parler avec quelqu'un qui a quand même une expérience de scénariste? Et ça, c'est le parent pauvre, encore une fois, de la formation. Parce qu'à la base, quand on a créé des écoles de cinéma, on voulait former des scénaristes d'abord. Parce qu'on avait ce manque terrible. Mais on a vu que finalement, ces écoles, ils ont dévié sur leur objectif
de leur objectif initial, principal, qui a été la formation de scénariste pour aller vers autre chose. Et ces déviations n'ont pas souvent été salutaires ni bénéfiques à ces jeunes. Alors voilà, ça a été un peu la question que je voulais poser. Et bien sûr, on pourrait revenir aussi sur la littérature tout à l'heure, surtout sur ton prochain roman. J'espère que ça va pas. Ça va pas. Je sais que tu l'as écrit avec beaucoup de cœur, puis tu l'as écrit avec beaucoup de passion, la passion qui te liait à ta maman Rahma. Et comment va Lilia? Très bien, très bien. Merci, c'est Fouad. Donc, avant de céder la parole, c'est le Habib Naïm de Merirt. Je vous laisse répondre à ces Mohamed. Oui, en tout cas, bon, il y a. D'abord, je vais commencer par Fouad Souiva, que je remercie infiniment, parce que c'est mon ami et mon collègue et confrère aussi. Lui c'est un cinéaste, on peut le dire, parce qu'il est réalisateur, il est aussi scénariste, il est enseignant de cinéma. Effectivement, on s'est croisés à l'ISMAC. l'ISMAC, c'est l'Institut supérieur des arts audiovisuels et du cinéma de Rabat. C'est un établissement public et j'ai passé 2 années, puisque j'ai enseigné au 2e année et en première année master, mais je pense que l'expérience est assez... Enfin, elle mérite d'être discutée en quelque sorte. Et je comprends la question que veut me poser Fouad Souiba, et malheureusement, je ne pourrais pas répondre, parce que répondre à cette question, avant de répondre à cette question sur est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être un établissement de qualité de formation, ce qui voudrait dire que les établissements qui sont là ne seraient pas de qualité, la réponse à cette question, un passage vers toute la problématique et toutes les problématiques que vit le secteur du cinéma. Et ce qui est en train de se passer ces derniers jours et ces dernières semaines n'est en fait que le reflet de cette crise profonde. J'ai énormément de choses à dire, comme certainement toi, mais je ne voudrais pas piétiner sur le sujet d'aujourd'hui. Donc, avec ta permission, peut-être je pourrais demander à Saad Abdelrazak, ça serait très intéressant, et c'est de pouvoir organiser un débat sur l'avenir du cinéma au Maroc, pas seulement du cinéma marocain, mais du cinéma au Maroc, et peut-être inviter plusieurs personnes, peut-être de point de vue pas forcément proche, parce que le sujet mérite vraiment un débat. Et moi, personnellement, j'en ai vraiment gros sur le cœur. Et l'écriture, aujourd'hui, me permet un petit peu de m'éloigner intellectuellement un petit peu du cinéma, parce que je pourrais même dire que j'essaie de me guérir du cinéma marocain. Mais ça, c'est une longue histoire. Je voudrais revenir à Jawad concernant ce qu'il a appelé tout à l'heure, quand il a parlé de quand il lit une chronique, il se remémore l'actualité au moment où cette chronique a été écrite. Eh bien, tu sais, moi aussi, j'ai découvert ça sur le tard. C'est en me relisant quelquefois. Et effectivement, quand je lis une chronique, je me souviens d'un certain Feu Abdelrahman Yousfi, un certain Driss Bsri, un certain Fouad Lhima, et c'est quelque chose, des événements qui se sont passés, et la compilation ou la reprise de chroniques dans un livre, je pense, a également cet objectif de pouvoir ne pas oublier ce qui s'est passé. Moi, j'adore une phrase que répétait souvent, et je la répète moi aussi souvent, Abdelrahim Bargash, qui était un grand ami. Il disait que le journaliste, il ne parlait pas forcément du chroniqueur, il disait que le journaliste, c'est le greffier du temps qui passe. C'est une très très belle phrase, je ne sais pas qui l'avait dit, je ne sais pas si c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre, mais effectivement, le chroniqueur, comme le journaliste d'ailleurs, ne fait que mettre sur le papier, coucher sur le papier quelque chose qui s'est passé à un moment,
avec le commentaire qui va avec. Pour vous faire l'historique, par exemple, de ma première compilation, que personne ne rigole. Donc voilà un des rares exemplaires encore trouvables, parce que malheureusement, j'ai toujours un problème avec mes livres, c'est qu'on ne les trouve pas sur le marché, parce que malheureusement, je n'ai pas eu beaucoup de chance avec mes éditeurs. Et ce livre, je l'ai publié au lendemain d'un autre livre qui est mon premier essai satirique, qui s'appelle « Satire sur tout ce qui bouge ». Et d'ailleurs, pour faire un mauvais jeu de mots, il m'a satiré des ennuis, ce livre, parce que 3 mois exactement après la publication de ce livre, la sortie de ce livre, j'ai eu droit à un contrôle fiscal. À l'époque, j'avais une agence, et parce que justement, j'avais consacré tout un chapitre où je me foutais un peu de la gueule du fisc. Et ils me l'ont bien rendu, donc ils m'ont donné une très bonne... mais bon, ça ne m'a pas arrêté pour dire que l'écriture, c'est aussi une forme de résistance. Et ce livre-là, donc que personne ne rigole, je n'avais pas... C'est une idée d'amis qui me disent, mais tes textes, tu devrais les réunir dans un livre. Comme moi, même en étant un peu mégalo sur les bords, je m'aime bien, mais pas au point de garder mes textes. Et ces textes qui sont dans ce livre m'ont été ramenés par plusieurs amis qui les avaient gardés. Et donc, je les ai ressaisis et j'ai sorti cette première compilation qui est sortie en 2005 ou en 2006 et qui était une compilation sélective, c'est-à-dire que ce n'était pas tout, des chroniques qui étaient sorties entre 1995 et 2005. Et je m'étais promis que tous les 10 ans, j'allais sortir une nouvelle compilation. Et c'est là où j'ai sorti la fureur de rire. Là, c'est carrément 3000, je dis bien 3000 chroniques et billets qui ont été écrites entre 1996, entre 2006 et 2016. J'en ai choisi 10%. Il y a 300 seulement. Et c'est très douloureux de pouvoir choisir. Bon, ce livre-là, malheureusement, et Fouad Souiba, c'est pourquoi malheureusement on ne le trouve pas sur le marché, mais bon, c'est une autre histoire. Donc en fait, réunir des textes qu'on a écrits, je pense c'est quelque chose qui peut aider. Jawad, il a dit, bon, ça peut aider une recherche académique et tout. C'est tout le mal que je peux me souhaiter, c'est un jour qu'on s'intéresse à mes textes et que ça puisse servir à quelque chose, à l'écriture de l'histoire. Voilà ce que je voulais dire. Merci, Si Mohamed. Donc, si vous permettrez, on va clôturer avec la question de Si Naimi El-Habib من مريرس. تفضل يا أستاذ نعيمي. وبصحتك لا كومباني. وبصحتك لا كومباني سي نعيمي. والله لا حستك. Je suis à la compagnie depuis 2 jours. Très bien. Je viens de quitter Merirt pour me reposer un peu. Alors, je voudrais d'abord dire que je suis très honoré d'être parmi ces grands gens avec lesquels j'apprends beaucoup de choses. Et pour mon intervention, il se résume en 2 points. Alors, il porte sur le titre, la question que notre ami Abdjil a déjà évoquée, méditation et médisance. Alors, notre grand auteur a répondu qu'il est en rapport avec le contenu. Alors, pour méditation, donc, je n'ai pas de problème, vu le profil de l'auteur, vu son rang intellectuel, mais pour médisance, médire, ça veut dire dénigrer quelqu'un, ça veut dire déprécier dans le but de dévaloriser. Est-ce qu'il s'aligne sur ce sens et dans quel but? Voilà ma première question. Et puis pour la relation avec le lecteur, il dit que lui, il semble qu'il vise par ses écrits une certaine élite.
une certaine élite, si voulu, ou bien par la nature de ces textes. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il ne peut pas faire un effort pour atteindre le commun des mortels, pour que ça influence un peu. C'est de là que ça vient le changement. Oui, bien sûr, il dit d'abord qu'il écrit pour lui-même, mais il serait profitable de toucher un peu une plus grande audience, un grand public. Voilà, donc je m'arrête et puis je sais. Merci Sil Habib. Donc à vous la parole, c'est la Oui, merci pour ces questions. Et Sil Habib Galbianao, il a appris beaucoup de choses. Croyez-moi, moi aussi j'apprends beaucoup de choses et j'apprends, et c'est de belles rencontres comme ça qui nous permettent un petit peu d'évoluer et d'être moins idiot, pour ne pas dire d'être plus intelligent. Médisance, et d'ailleurs même méditation, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est plus un jeu de mots. Mais cela dit, je suis un médisant à ma manière, en fait. Effectivement, je dénigre, on n'a pas le temps, mais je pourrais vous lire un petit passage peut-être d'une de mes chroniques. C'est-à-dire, quand vous lisez une de mes chroniques, quelquefois, je suis assez sournois, assez corrosif, assez dur parfois dans ma critique, mais toujours, comme je dis, toujours avec une certaine bienveillance en quelque sorte. Et puis, je me dis à chaque fois, si je dénigre ou je critique ou je fais de la médisance envers quelqu'un, je le fais souvent envers des responsables, souvent envers de hauts responsables. Donc, ce sont des gens qui ont des responsabilités et qui sont responsables peut-être de quelques ennuis que j'ai ou que d'autres personnes ont. Alors je me dis, ma foi, eux, passez-moi l'expression, ils se foutent de notre gueule, et moi aussi je me fous de leur gueule à ma manière. Tant que j'ai la possibilité de le faire, je le fais. Donc je revendique cette médisance, et ce n'est pas faire de la démagogie que de dire que je suis heureux et fier de vivre dans un pays aujourd'hui où je peux écrire presque tout ce que je veux. Donc c'est quelque chose quand même dont je suis fier. Sous d'autres cieux, on ne pourrait pas peut-être écrire le 1/10. Voilà, c'est clair. Donc je suis un médisant et je l'assume. Concernant écrire pour l'élite, hélas, oui. Et croyez-moi, l'élite, ce n'est pas une catégorie que je porte forcément dans mon cœur, parce que je trouve que, justement, elle a une grande responsabilité historique, notamment ce qu'on appelle les intellectuels, et qui, malheureusement, elle ne l'assume pas, n'assume pas cette responsabilité historique au Maroc. Et ça me fait beaucoup de peine. Et d'ailleurs, une bonne partie de mes chroniques, soit le bouquin ou d'autres bouquins, je ne ménage pas et malheureusement, ils ne me répondent même pas. Je ne me répondent pas. Pourquoi? Comme j'ai dit souvent, l'élite marocaine aujourd'hui, je ne généralise pas, il y a quand même une minorité, mais la grande majorité de l'élite marocaine qui arrive à lire, qui sait lire, qui comprend le langage sophistiqué, etc., malheureusement, elle est silencieuse. Elle est entrée dans un mutisme. On a l'impression que l'élite est tétanisée. Moi, je sais pourquoi. Je le dis, je ne l'ai pas caché, je l'ai écrit aussi, parce que ce sont des gens qui pensent que, en ne disant rien, en restant silencieux, en restant gentils, un jour, on va les appeler pour leur donner une récompense, pour leur donner une nomination, pour les mettre dans une commission, dans un comité, ou avoir un agrément, etc. Et moi, je l'ai dit souvent directement, indirectement, et personne n'a osé me dire non, ferme ta gueule, c'est pas vrai. Parce que je peux le dire maintenant, franchement, quand on voit ce qui se passe actuellement en Palestine, je trouve ça absolument révoltant.
de la part de l'élite intellectuelle marocaine, parce que nous avons normalisé, entre guillemets, avec Israël, avec nos frères juifs, etc. Et bien, tout le monde a peur. Il dit, ouh là là, officiellement, on est devenus amis d'Israël. Donc, bon, laissons les Palestiniens. Je trouve ça absolument horrible. Donc, hélas, j'écris pour cette élite parce que j'écris en français, dans une langue qui n'est pas la langue du peuple. J'écris d'une manière un peu trop sophistiquée. Mais bon, j'y peux rien. Et qu'est-ce que j'aurais bien aimé écrire pour le peuple? Bon, cela dit, souvent, écrire pour le peuple, c'est en devenir, malgré soi, un peu populiste, alors que j'aurais bien voulu écrire ce que j'écris dans un langage qui pourrait être compris par le peuple, mais malheureusement, je n'ai pas cette capacité. Par contre, je voudrais juste informer que le livre d'Al-Mouima, et c'est dommage qu'Abd Samad Mouhidine n'est pas avec nous. Eh ben, écoutez, grâce à Abd Samad Mouhidine, qui a tellement aimé le texte qu'il a décidé de le traduire en arabe, et il y a déjà un éditeur, un grand éditeur marocain, qui a accepté, qui va éditer la version arabe de Dar al-Mouima. Et je suis très, très heureux. Pourquoi? Parce que c'est un texte qui pourrait intéresser ma famille, mais également donc voilà. Et puis si je pouvais écrire en arabe, malheureusement je suis un peu handicapé sur la langue, mais c'est une autre histoire. Très bien. C'est Laroussi, c'est un plaisir de t'écouter. Nous des heures et des heures à vous écouter. Moi aussi. C'est un plaisir. Donc, je vous recommande, pardon, avant de finir, je voudrais quand même vous recommander encore une fois, il faudrait absolument inviter Jawad ici, parce que il est. Alors, ce que j'ai oublié de dire, parce que bon, on oublie toujours, c'est que Jawad Benaïssi, avant de devenir avocat, est un juriste de talent, mais c'est aussi un grand militant politique qui a milité, qui avait des responsabilités dans un grand parti, j'allais dire un ex-grand parti politique de gauche, le Tihad al-Shiraki pour ne pas le nommer, et c'est quelqu'un qui a une sensibilité de gauche qu'il garde toujours et qui a une grande capacité d'analyse, et donc ça serait intéressant de l'inviter pour parler notamment de son livre, mais pour parler aussi de ses chroniques, ses correspondances avec Barbara. Alors, je vous invite à rentrer, s'il vous plaît, analyse.ma. Il est arrivé au 10e texte, maintenant, en l'espace de 2 semaines, je crois. C'est absolument un régal. Invité aussi, je pense, à Abd Samad Mouhidine, qui malheureusement, je crois, pour des raisons techniques, je n'arrive même pas à l'avoir au téléphone, n'a pas pu être avec nous, parce que lui aussi, c'est un grand homme de lettres et d'analyse. Il a sorti un texte aujourd'hui même, Ciel mon mardi, où il parle de la vieillesse. C'est à croquer, un texte à croquer. Et bien sûr, Jacques Armel, comme l'appelle, donc Armel, notre grande Khamend, 60 ans de carrière, il n'y en a pas beaucoup comme lui. Il faudrait l'inviter et lui, il nous fera de la musique. Merci. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Dans tous les cas, en ce qui concerne le volet politique que vous avez cité, notre ami Jawad, on en a discuté avec le professeur Abdelrahman Merzouki de Tanger. On est en train de préparer justement un plateau sur le profil de l'élu post-corona. Donc, c'est un sujet qu'on va rafistoler un peu plus avant de le proposer. Et c'est Merzouki travaille dans ce sens lui aussi. Donc, je tiens à vous remercier encore une fois, Si Mohamed, pour votre générosité et votre manière de passer des messages sans frontières, sans mettre des gants. Et c'est vraiment la Rossé, Si Mohamed, que nous attendions. Je remercie aussi les 2 dames qui nous ont fait honneur aujourd'hui, Madame Rabia, je ne sais pas de quelle ville, et Madame Isha des États-Unis. Merci de nous avoir honorés par votre présence.
Merci à tes invités, Armand et Jawad. C'est Chaoui, professeur Chaoui, qui partage à chaque fois avec nous ses nouveautés en matière d'écriture. C'est Hachimi d'Agadir, le professeur Marzouqi, l'expert du cannabis, qui nous a régalé à 2 reprises en parlant du cannabis. Une fois, c'était préparé, une fois à l'improviste, parce qu'il y avait un éditeur qui nous a fait faux bon, sans aviser, et il était prêt pour prendre la chose en main, et je le remercie. Merci au docteur Belghiti, le poète vétérinaire qui nous a fait honneur aussi en partageant avec nous ses poésies. Merci Sinaimi. Merci Fouad Souiba, avec de partager avec nous ses ouvrages et aussi ses interventions qui sont très riches. Monsieur Armand, Monsieur Jawad, j'aurai vos emails de Si Mohamed par la suite pour pouvoir vous envoyer un mail et voir qu'est-ce qu'il y a lieu de préparer dans ce sens. Donc, encore une fois, merci. Mbrouk Awasharkoum. وبارك العيدكم وبارك العيد. Merci. Bonne fête à tout le monde et à la prochaine, Inch'Allah. Mensesh, je vous annonce que le jeudi, il va y avoir liqa مع Ustad El-Fizazi, c'est un professeur à l'université d'Agadir, autour de l'un de ses livres, le dernier, Maraya al-Watan al-Jarih. Donc le titre dit beaucoup de choses. Encore un miroir. Un miroir, mais cette fois-ci, un miroir qui va refléter, je ne sais pas comment, les blessures de la nation. On va voir de quelles blessures il s'agit. Donc, oui, c'est Abdelrahman. Pour t'annoncer que je vais t'envoyer sur email le numéro de téléphone de notre ami de Casa, c'est Mohamed Barrada. Oui. J'ai discuté avec lui cet après-midi. Il n'a pas d'inconvénient. Sur la distribution. Il m'a proposé 2 ou 3 thèmes. Voilà. Donc c'est la Rossé. Vos vœux sont exaucés. C'est Barrada de sa presse. Qui est un ami. On va la voir sur ce plateau. C'est une très bonne chose parce que c'est une personne immense. Extraordinaire. Bon, j'ai eu l'occasion de collaborer dans la mise en place du système d'information pour sa presse. C'est vraiment une sommité. Donc, on aurait l'occasion de partager et je vous aviserai dans ce sens. Donc, encore une fois, merci. Au Chokrana, c'est Marzouqi. Je remercie aussi Abdeslam Boutayeb qui nous a donné l'occasion de croiser Si Mohamed et de le capter dans la volée. Donc, encore une fois, merci les Ikhwan. Wesh Mbrouka, c'est Blfqeh. Mbrouk l'Aïd, c'est Mokhtar Chaoui, c'est Souiba, c'est Jawad, c'est Rifaï, Isha et Madame Rabi'a Temsamani. Encore une fois, merci. C'est Abdeljalil Slimli ala Marrakech. Merci à vous et bonsoir. Barakallah alaykoum, c'est Naimi, docteur Belghiti. Ouais. Donc, à bientôt. Bonsoir. J'espère. Allez, au revoir.